Une jeune femme pleine de projets, Elle rêvait d'éradiquer le cancer. qui a la vie devant elle. Elle était sur le point de se marier. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Dis-moi que je ne fais pas une bêtise. Tout va bien se passer. Part travailler et ne reparaîtra jamais. Quand a-t-elle été vue pour la dernière fois? On ne savait pas ce qui s'était passé. Les premiers instants sont cruciaux dans les affaires de disparition. Où est-elle? Les enquêteurs vont pénétrer des arcanes obscurs au dénouement terrible. Il fallait la retrouver pour prouver qu'il lui était arrivé quelque chose. Annie Lee, 24 ans, est en dernière année à la prestigieuse université de Yale. Encore un peu de café? On s'est rencontrés en 2006. C'était une fille pétillante, vraiment adorable. Née à San José en Californie, au sein d'une famille d'origine vietnamienne, Annie rêve de devenir chercheuse en biomédecine, spécialité cancérologie. Annie était très déterminée, très motivée. Elle était curieuse, intelligente et voulait mettre ses qualités au service de la communauté. Seulement, Annie ne vit que pour ses études. Elle devait épouser son petit ami de longue date, Jonathan Widawski. C'était aussi son meilleur ami. Ils s'adoraient. Jonathan était également étudiant en médecine, mais à l'université de Columbia, à New York. Annie vivait dans le Connecticut. Elle jonglait donc entre son quotidien, l'organisation de son mariage et ses études. Le mariage prévu pour le dimanche à venir, Coucou, Déborah. Annie délaisse momentanément ses études pour trouver sa coiffure idéale. Elle était impatiente de se marier. Elle avait une idée très précise de ce qu'elle voulait. Elle tenait à être la plus belle pour le grand jour. Et Jonathan, ça va? Je crois qu'il a encore plus hâte que moi. Alors ça, c'est toujours bon signe. On était assez proches. Je pense qu'elle avait confiance en moi. C'est parfait. Merci beaucoup. Je commençais à flipper, j'avais peur que ça ne te plaise pas. Si, j'adore. Super. Elle m'avait demandé quelque chose de joli, mais sobre. Ça va? Oui. Détends-toi, respire. Tu es magnifique. Mais à une semaine du grand jour, Annie semble gagnée par le doute. Dis-moi que je ne fais pas une bêtise. Elle m'a appelé. Elle m'a demandé s'il n'était pas trop jeune pour se marier. Je lui ai dit de foncer et d'épouser Jonathan. Merci, Jennifer. Je t'adore. Le lendemain soir, Annie ne rentre pas. Sa colocataire signale sa disparition. La police de Yale fait immédiatement appel au FBI. On intervient dans les premiers instants qui suivent une disparition, surtout lorsqu'il s'agit de personnes dont l'absence étonne et qui ont l'habitude de communiquer. Annie Lee était de celles-là. Elle disait toujours où elle allait. La police de Yale a interrogé sa famille par téléphone, ses colocataires et d'autres fréquentations. Personne ne savait où elle était. L'agent Lawton débute son enquête au bureau d'Annie. Je voulais voir son bureau pour m'imprégner un peu de sa personnalité et peut-être voir s'il y avait eu lutte sur place. J'ai remarqué que son sac et son portable étaient sur son bureau. J'ai trouvé ça bizarre. Il ne décèle aucune trace de lutte et tente de savoir si quelqu'un l'a vu sortir. Ses collègues ont dit à la police locale qu'elle avait entamé une expérience.
Apparemment, elle avait quitté son bureau pour gagner son labo. Et c'est là qu'elle a disparu. Elle n'est jamais revenue terminer son expérience. Et ça ne lui ressemblait pas du tout. Annie n'est pas dans son bureau. L'agent Lawton s'intéresse alors à son laboratoire. Situé au 10 Amistad Street, au sous-sol du centre de recherche animale de Yale, à 1 minute à pied de son bureau. Vous filmez tout. Pour avoir une idée précise de l'agencement du sous-sol, la police d'État du Connecticut a tout filmé scrupuleusement. Tout de suite en entrant, on était cueillis par l'odeur âcre des déjections animales. C'est là que les doctorants et les chercheurs conduisaient leurs expériences sur les animaux de laboratoire. Le laboratoire était cloisonné par de multiples portes, un vrai dédale de pièces. Différents espaces de stockage, beaucoup d'inox un peu partout. On aurait presque dit des catacombes. Les enquêteurs examinent d'abord le laboratoire d'Annie, le G13, théâtre de ses expériences. Le laboratoire G13 était très particulier. Depuis la porte, on ne pouvait pas voir l'autre bout de la pièce. Il était occulté par les nombreux rayonnages. Notre première enquête dans le laboratoire d'Annie Lee n'a rien donné. À première vue, rien de suspect. Sans début de piste, la police en appelle à la population pour comprendre la mystérieuse disparition. Le FBI enquête sur le sort d'une étudiante de Yale de 24 ans, Annie Lee, disparue depuis mardi. Quand j'ai vu la photo d'Annie, j'ai bugué. J'ai craqué. Jonathan ne répondait pas. J'ai appelé tous ses amis. J'étais très inquiète. J'avais peur pour elle. Personne ne se manifeste. Le FBI décide alors d'appeler des renforts. Quand il s'est avéré qu'Annie Lee avait bel et bien disparu, on a renforcé nos équipes. Agent Klein, police d'État du Connecticut. Les premiers instants sont cruciaux dans les affaires de disparition. Lisa Daddio. Il fallait comprendre à quoi on avait affaire. Un enlèvement, ou pire encore. Elle était sur le point de se marier. Elle ne restait jamais longtemps sans donner de nouvelles. Ce silence soudain était plus qu'inhabituel. Il était inquiétant. Le sort d'Annie est de plus en plus préoccupant. Les enquêteurs veulent comprendre. Tous les employés du centre de recherche animale de Yale avaient une carte d'accès magnétique. Les enquêteurs récupèrent le relevé électronique des entrées et sorties du centre. Et l'agent Lawton fait une découverte. Une chance, l'université a son propre système de télésurveillance. Je voudrais voir les images de cette caméra. Moins de 24 heures après la disparition d'Annie Lee, étudiante en médecine, les enquêteurs récupèrent les images de vidéosurveillance du campus. Il y a 2 caméras importantes au niveau du labo. Une à l'entrée principale, qui enregistre la plupart des allées et venues, et une autre au-dessus d'une porte latérale. Les enquêteurs examinent d'abord les images de l'entrée principale. Ils veulent s'assurer de l'arrivée d'Annie au centre. Ils calent donc les images peu après 10 heures du matin, l'heure à laquelle elle a été vue pour la dernière fois à la sortie de son bureau. Attendez, mettez pause.
On a trouvé les images d'Annie Lee entrant dans le centre de recherche. Elle est entrée dans le laboratoire à 10h09. Son comportement était tout à fait normal. Elle ne semblait ni apeurée ni menacée. Lawton tente alors de reconstituer la chronologie de son arrivée à l'intérieur des locaux grâce aux images de vidéosurveillance. Seulement le sous-sol ne compte qu'une caméra qui balaie un couloir, jouxtant la salle d'expérimentation d'Annie. Il ne quitte pas l'écran des yeux pour la voir passer. En vain. Les enquêteurs continuent d'éplucher les images. De son côté, l'inspectrice Lisa Daddio rencontre la famille. Cette famille s'apprêtait à vivre le mariage d'Annie, l'un des plus beaux événements qui soit. Et soudain, tout était figé par un drame. Je compatis. Nous faisons tout notre possible pour retrouver Annie. À l'époque, une affaire de mariée fugueuse défrayait la chronique. Tout le monde se demandait si on n'était pas dans ce cas de figure. Forcément, la famille et les amis d'un disparu peuvent fournir de précieuses informations. On les interroge toujours en premier. Elle était comment à quelques jours du mariage? La pression était-elle finalement trop forte pour elle? Ce n'est pas son genre. Elle était heureuse. S'il vous plaît, retrouvez-la. On va tout faire pour. Nous qui la connaissions bien, ses amis comme sa famille, on savait qu'elle ne se serait jamais enfuie comme ça. Il s'était forcément passé quelque chose d'anormal. Plus l'enquête avançait, moins je croyais à la thèse de la mariée en cavale. Rien n'allait dans ce sens, même si les médias en faisaient des gorges chaudes. Sa disparition serait-elle liée aux origines d'Annie? Est-ce qu'il fallait creuser du côté de la famille ou d'un éventuel gang asiatique qui l'aurait kidnappée? Peut-être parce qu'elle allait épouser un homme d'une autre culture? Au fur et à mesure de nos découvertes, on a peu à peu abandonné l'hypothèse de l'enlèvement et gardé celle du kidnapping. Annie a disparu depuis maintenant 24 heures. Les enquêteurs attendent toujours le relevé électronique d'accès au laboratoire, censé confirmer son entrée dans la salle G13. Entre-temps, ils visionnent les images des caméras intérieures. Elle s'est peut-être rendue à l'étage. On a réquisitionné plusieurs personnes qui ont passé des heures et des heures à visionner les images des différentes caméras sous différents angles. Annie n'apparaît nulle part à l'intérieur du bâtiment. L'enquête se recentre alors sur les caméras extérieures, afin de déterminer l'heure de son départ. On voulait voir si elle avait quitté le bâtiment, et le cas échéant, avec qui. Agissait-elle sous la menace? Et aussi, dans quelle direction était-elle partie? Les enquêteurs scrutent les deux issues. Les heures s'égrènent. Les employés défilent dans un sens comme dans l'autre. Toujours aucune trace d'Annie. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? À 12h50, soit près de 3 heures après l'entrée d'Annie, C'est quoi cette histoire? les employés sortent par vagues des deux portes en se bouchant les oreilles.
On a compris que l'alarme incendie s'était déclenchée en voyant tout le monde sortir précipitamment. Du coup, on s'est demandé si Annie n'était pas passée entre les mailles du filet. Rembobiné. Je voudrais tout revisionner plan par plan. On est revenu sur cette tranche horaire en regardant attentivement toutes les personnes qui empruntaient les deux sorties. Encore. Elle aurait dû quitter le bâtiment à ce moment-là, comme tout le monde. Les enquêteurs réexaminent les images. Mais Annie n'apparaît sur aucune caméra. On s'est repassé les images, en boucle. On a tout décortiqué. Aucune trace d'Annie sortant du bâtiment. Annie demeure introuvable. Les enquêteurs, désormais, envisagent le pire. À ce moment-là, l'état d'esprit et l'atmosphère ont changé. Annie est de corpulence légère et mesure à peine 1,50 m. Les enquêteurs envisagent qu'elle ait pu être agressée puis enlevée. On regardait si les gens qui sortaient de l'immeuble étaient susceptibles de porter un objet qui aurait pu dissimuler Annie, morte ou vivante. Ils remontent une nouvelle fois les images. Sur ces images, au moment où les gens sortent, rien n'indiquait qu'elle pouvait se trouver avec une personne ou une autre, et ni dans un sac ou un carton. L'enquête piétine. C'était mon enquête à la base, et elle m'a valu quelques nuits blanches. La seule autre option, c'était qu'elle soit passée par le vide-ordures. C'était assez facilement réalisable. Il y avait 5 ou 6 systèmes de collecte d'ordures qui partaient du centre de recherche animale de Yale pour évacuer les carcasses et les déjections animales. Il suffisait de la glisser dans un des sacs poubelles ultra résistants prévus à cet effet et de la dissimuler dans la décharge au milieu des ordures. C'était horrible, mais possible. On a fouillé les bennes à ordures, les conteneurs qui recueillaient les déchets de tout le labo. On a tout fouillé, sans succès. Elle s'était comme volatilisée. Les heures passant, il est devenu évident qu'elle n'avait pas quitté le bâtiment. Quant à savoir où elle était, Arrivé de New York, le fiancé d'Annie se rend au poste. Les enquêteurs sont impatients de l'interroger. Souvent, dans les cas de disparition, il s'agit d'un très proche, le conjoint, un membre de la famille, l'époux. Où étiez-vous le soir de sa disparition, le 8 septembre? Chez moi, à Long Island. L'alibi de Jonathan est confirmé. Et les relevés de la carte d'accès magnétique d'Annie arrivent. les relevés de sa carte magnétique indiquaient qu'elle était entrée dans le laboratoire G13 à 10h11. Les derniers mouvements enregistrés la situaient dans cette pièce. On s'est donc dit qu'il lui était sûrement arrivé quelque chose à l'intérieur. Donc on s'est intéressé de plus près à l'activité du laboratoire. Les enquêteurs procèdent une nouvelle fois à l'examen du laboratoire G13. Viens voir. On a réussi à retrouver d'infimes indices. On a retrouvé de minuscules particules de sang sur du matériel de recherche. Si c'était celui d'Annie Lee, alors il lui était arrivé quelque chose de grave. Dalton ? Les fouilles s'intensifient. Où est Annie? Je crois qu'il y a quelque chose. À ce moment-là, on était sûr qu'il lui était arrivé malheur.
3 jours après la disparition d'Annie Lee, étudiante à l'université de Yale, la police retrouve une trace de sang dans son laboratoire, le G13, et commence à le passer au peigne fin. Lawton, je crois qu'il y a quelque chose. Une dalle du faux plafond avait été décollée. On a retrouvé derrière une chaussette ensanglantée et un gant en caoutchouc usagé. Forcément, le sang, ça a fait tilt. L'agent Lawton veut déterminer s'il s'agit de la chaussette d'Annie. On peut revoir l'arrivée d'Annie dans les locaux. On aperçoit très nettement la tenue qu'elle portait le jour de sa disparition. Faites pause. On peut zoomer sur ses pieds. On voit très bien qu'elle porte des soquettes blanches. Ça correspond. Tout portait à croire que la chaussette retrouvée dans le faux plafond était bien celle d'Annie. Annie avait clairement subi des violences à l'intérieur même de sa salle. Cela fait 3 jours maintenant qu'Annie a disparu. Ses proches sont de plus en plus inquiets. Je ne voulais pas croire à sa disparition, mais j'avais la boule au ventre. Allô, oui? Quand j'ai su qu'on était toujours sans nouvelles d'Annie, ça m'a brisé le cœur. Je voulais juste qu'on me dise qu'on l'avait retrouvée saine et sauve. Mais rien. La chaussette d'Annie ayant été retrouvée dans la salle G13, les enquêteurs soupçonnent son agresseur présumé d'avoir eu accès au laboratoire. On a isolé 2 personnes qui avaient eu accès au labo au moment qui nous intéressait. Raymond Clark, un assistant chercheur du centre, et Larry Godfrey, un contractuel. Les interrogatoires débutent par celui du jeune technicien de laboratoire, Raymond Clark. Raymond Clark était employé du centre de recherche animale depuis des années. Il connaissait l'endroit comme sa poche. Il est notamment chargé de l'entretien du laboratoire d'Annie, la salle G13. Raymond Clark était calme, serein. Il était aussi très prévenant. Il nous a dit qu'il vivait mal la disparition d'Annie et qu'il voulait aider. D'après ses dires, il serait arrivé au travail à 7 h du matin et aurait vu Annie dans son laboratoire aux environs de 10 h 30. Il a dit qu'il l'avait vue partir vers 12 h 30. Il ne savait pas où elle allait, mais elle était chargée. Elle était partie de manière tout à fait normale. Clark déclare ensuite être retourné travailler 10 minutes après le déclenchement de l'alarme incendie. Annie n'était pas là. Puis il quitte son poste à 16 h. On a demandé une commission rogatoire et on a pu lui prélever des échantillons de cheveux et de salive pour le test ADN. Clark est relâché, le temps de corroborer ses déclarations. Les enquêteurs se repassent alors les images de l'entrée principale juste avant 7 h, à l'heure présumée de son arrivée. On voit Raymond Clark entrer dans les locaux peu après 7 h, le matin du 8 septembre. Klein bascule ensuite sur les images de la sortie de secours. Il est réapparu au moment de l'alerte incendie, à 12 h 50. Il suivait le mouvement. Il marchait tranquillement, sans s'affoler. Il tenait même la porte aux gens. Il est revenu vers 13 h 10 en passant par l'entrée principale. Il n'est ensuite ressorti qu'à la fin de la journée. Donc, on avait le déroulé filmé de sa journée.
Et on peut dire que rien dans ses faits et gestes, son comportement, ni ses interactions avec les autres n'a éveillé nos soupçons. C'est maintenant à Larry Godfrey, le contractuel, de répondre aux questions des enquêteurs. Lui aussi gravitait autour du laboratoire G13 quand Annie est disparue. Le contractuel était en fait un intérimaire qui était venu quelquefois à l'université pour réparer et remplacer l'éclairage. Il a reconnu être entré dans la salle G13. Il est arrivé vers 11h30, donc dans la fameuse fourchette de 2 heures. Vous n'avez pas vu Annie Lee? Pas du tout, non. Godfrey dit être sorti par la porte latérale quand l'alarme s'est déclenchée, avant de revenir avec les autres et de repartir à 14h30 une fois son travail terminé. C'était un suspect potentiel. Il venait de temps en temps. Il aurait pu repérer une proie possible. Ça méritait qu'on s'intéresse à lui. Les enquêteurs s'appuient sur les images de vidéosurveillance pour infirmer ou confirmer son récit. On a retracé l'emploi du temps de Larry Godfrey et on l'a vu entrer dans le bâtiment à 11h30. Puis, il est ressorti par la porte latérale à 12h50 au moment de l'alerte. Ensuite, il a débauché à 14h30. À chaque fois, son comportement était tout à fait normal. Il est bien entré et sorti au moment qu'il nous avait indiqué. Et ça concordait avec les éléments qu'on avait retrouvés. Les images vont dans le sens des deux récits. Seulement, elles ne révèlent pas ce que les deux hommes ont fait à l'intérieur des locaux. Pour l'heure, il n'y a donc aucun suspect et le corps d'Annie reste introuvable. Le mystère s'épaissit autour du 10 Amistad Street. Il fallait la retrouver. Il fallait la retrouver pour prouver qu'il lui était arrivé quelque chose. La police scientifique étend donc ses recherches à tout le sous-sol. La salle G22, située à 5 portes de celle d'Annie, retient l'attention des policiers. Une des choses que les enquêteurs ont retrouvées, ce sont des petites perles en métal dans la salle G22. Les enquêteurs visionnent une nouvelle fois l'arrivée d'Annie. Elle portait bien un collier de perles. Et justement, les perles retrouvées dans la salle G22 correspondaient au collier qu'elle avait à ce moment-là. La police pulvérise les murs et le sol de la salle G22 de luminol. Le constat est sans appel. Il s'agit désormais d'une scène de crime. Au départ, on espérait qu'elle reparaisse d'un instant à l'autre. Mais au fil de l'enquête, à mesure que les jours passaient et qu'on trouvait des traces de sang, la probabilité de la retrouver en vie s'amenuisait terriblement. Ça ne faisait plus de doute. Il lui était arrivé quelque chose d'horrible. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle ne reviendrait pas. Les fouilles se poursuivent dans les vestiaires attenant à la salle G22. C'est en examinant minutieusement le sous-sol que les enquêteurs ont décelé une odeur de décomposition. L'odeur d'un corps humain en décomposition est très spécifique. On ne peut pas la confondre. Là, forcément, on s'est dit, où est-elle? On a donc fait venir un chien renifleur de cadavres et il a tout de suite marqué devant le mur d'une pièce du sous-sol.
Il y avait une sorte de plaque métallique, comme une trappe encastrée dans le mur. On l'a dévissée. Dès que la première vis a été retirée et que la plaque s'est désolidarisée du mur, l'odeur s'est répandue. Le jour où Annie Lee était censée se marier, la police fait une découverte dans un des murs de son laboratoire. Il y avait une trappe d'accès au réseau de plomberie encastrée. Dès qu'on l'a ouverte, on a remarqué quelque chose. On l'a retrouvée le jour qui devait être le plus beau de sa vie, celui de son mariage. On a retrouvé son corps sans vie, jeté dans un coffrage mural, la tête en bas. Il a fallu annoncer à son fiancé, à sa mère, à toute sa famille, que le jour où elle devait se marier, on a découvert qu'elle était décédée. On a retrouvé Annie, mais dans de telles circonstances, c'était atroce. Jonathan, je compatis. Je n'arrivais pas à croire qu'une chose aussi inhumaine puisse lui arriver. J'en ai pleuré. J'étais bouleversée, ça m'a fait froid dans le dos. Et puis je me suis dit, qui a pu lui faire une chose pareille? Les recherches sont terminées. La future mariée de 24 ans a été retrouvée. Il s'agit désormais d'un meurtre. Son corps est délicatement dégagé du mur pour être autopsié. Les premières constatations montraient des traces de traumatisme au niveau du visage. Ses sous-vêtements étaient légèrement descendus sur ses jambes. On a automatiquement pensé qu'elle avait été victime d'une tentative de viol. Autour de son cou, il retrouve un collier cassé, dont les perles ressemblent à celles qui ont été trouvées en salle G22. Elle avait une clavicule et la mâchoire cassée. Elle était morte par asphyxie. Elle avait été étranglée. Et ce n'est pas tout. Il lui manquait également une chaussette qu'on n'a pas retrouvée à côté d'elle. Annie portait aussi un gant jetable bleu, mais juste un seul. Là, on s'est dit, attends, on a retrouvé une chaussette blanche, on a retrouvé un gant. Quelqu'un avait pris le temps de dissimuler ces objets. On a compris qu'il fallait chercher une personne qui avait un accès libre au sous-sol et qui connaissait parfaitement les lieux. Il s'agit maintenant de trouver des preuves scientifiques qui mèneront au meurtrier d'Annie. On a retrouvé dans la poubelle de tri une surblouse jetable jaune tachée de sang. L'accès à toutes les salles du sous-sol est soumis à émargement d'une feuille de présence. Dans le coffrage, à côté d'Annie, nous avons retrouvé un stylo vert. Un détail pas si anodin. On a repris notre relevé d'entrées électroniques pour vérifier les accès. Viens donc voir. On a remarqué un petit pic d'activité dans la salle G22, la salle qui se trouve à 2 pas de celle d'Annie. Raymond Clark est entré à 11 reprises dans cette pièce sur la courte période qui nous intéressait. Attends. Tant d'allées et venues à cet endroit était inhabituel pour lui. C'est plus la même couleur de stylo. On s'est rendu compte que Raymond Clark émargeait à chaque fois de ses initiales RC, avec un stylo de couleur verte. Le stylo retrouvé auprès d'Annie est également vert. Sauf qu'à compter de 13h30, le stylo de Clark n'est plus de la même couleur.
Il avait donc un stylo vert jusqu'à 13h30, puis soudain, à 15h48, il a écrit avec un stylo noir. Il est le seul à émarger en vert. Ces preuves incriminent Raymond Clark, mais elles sont pour l'instant indirectes. Plus l'enquête se précisait, plus il apparaissait que Raymond Clark avait un rapport avec le meurtre d'Annie Lee. Pour prouver qu'il est bien le meurtrier d'Annie, les enquêteurs ont besoin de plus d'éléments. Ils reviennent donc une nouvelle fois aux images de vidéosurveillance. On a vu Raymond Clark entrer dans le laboratoire, vêtu d'un pantalon bleu et d'une surblouse jaune. Attendez, on peut rembobiner? On a tout de suite fait le lien. Raymond Clark portait sur les images une surblouse jetable jaune le jour même de la disparition d'Annie. Et on avait justement retrouvé dans une poubelle une surblouse jetable jaune avec le sang d'Annie. Les enquêteurs font avance rapide pour retrouver les images suivantes de Clark. Le revoici. On savait qu'aux alentours de 10 heures, il avait quitté les lieux, peut-être pour aller en pause. Il portait une blouse bleue. Il est sorti une vingtaine de minutes, avant de revenir avec la même blouse bleue. Il a fait son apparition suivante au moment de l'alerte incendie à 12h50. Là encore, dans sa tenue d'hôpital bleue. Soudain, James Klein remarque un détail. Attendez, revenez en arrière. On peut remettre les images de sa sortie à 10h? Voilà, pause. Regardez. Un détail avait changé. La police suspecte le technicien de laboratoire Raymond Clark d'avoir tué l'étudiante en médecine Annie Lee. Et en tient peut-être la preuve par l'image. Quand il a quitté le bâtiment à 10h du matin, il portait un pantalon bleu avec un cordon de ceinture rouge. Quand il a regagné les locaux à 13h10, après l'alerte incendie, il portait un pantalon avec un cordon bleu. Pourquoi ce changement de pantalon? Pour nous, c'était un élément qui avait son importance. Les enquêteurs veulent savoir ce que Clark a pu faire durant les 12 minutes qu'il a passées dehors après l'alerte incendie. Ils analysent donc les images d'une caméra de Carrefour. Il a traversé la rue. Il est allé s'asseoir sur les marches. Puis on le voit poser la tête sur ses bras, comme pour dire « Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il s'est sans doute dit que les pompiers ou n'importe qui d'autre risquaient de trouver Annie gisant en salle G22, d'où son comportement si particulier. La police tient peut-être son coupable. Restent les résultats du détecteur de mensonges pour le confirmer. Le contractuel a été soumis au détecteur de mensonges. Il s'en est bien sorti. Les résultats de Raymond Clark, en revanche, sont tout autres. Pour vous donner une idée, à un contrôle, il aurait eu 0 pointé. Le suspect numéro 1 est en ligne de mire. Les résultats ADN tombent. Les analyses du stylo à encre verte ont révélé qu'il portait les traces ADN de Raymond et d'Annie. Le sang retrouvé sur la surblouse, la chaussette et le gant en caoutchouc était bien celui d'Annie. L'ADN de Raymond est aussi ressorti sur la surblouse jetable jaune. On a également retrouvé son ADN sur la soquette blanche.
On avait donc et l'ADN de notre victime et celui de notre suspect sur les mêmes éléments de preuve, dont la plupart étaient dissimulés aux abords de la scène de crime. Il était forcément lié au meurtre d'Annie Lee. Les traces ADN, les images de vidéosurveillance et les relevés électroniques d'accès au bâtiment innocentent totalement le fiancé d'Annie et l'intérimaire. Raymond Clark est donc arrêté pour le meurtre d'Annie. Il sera interpellé dans un hôtel de Cromwell, à quelques 50 km de l'université de Yale. Ce matin, aux environs de 8h25, nos agents ont procédé à l'arrestation de Raymond Clark. Monsieur Clark a été placé en garde à vue. Au moment où je vous parle, il est conduit à New Haven. Clark en garde à vue. Les enquêteurs s'interrogent sur son mobile. On a épluché leurs échanges. Le jour du meurtre, Clark a reçu un courriel de sa collègue. Annie lui a écrit pour lui dire qu'elle allait se marier et qu'elle s'absenterait quelques jours pour son voyage de noces. Pour les enquêteurs, ce serait l'élément déclencheur de la pulsion meurtrière de Raymond. Apparemment, il en pinçait pour elle depuis quelques années. Quand il lui en a parlé, elle lui a sans doute dit qu'elle voyait quelqu'un et qu'elle était très surprise par cette déclaration soudaine. La chronologie des faits se dessine enfin. Annie arrive au laboratoire à 10h09. Puis elle pénètre dans sa salle, la G13, 2 minutes plus tard. À 10h35, Raymond Clark rentre de sa pause, consulte ses messages avant de se rendre au bout de 5 minutes en salle G13. Oh, c'est toi, Raymond. Qu'est-ce que tu fais? Raymond, attends, mais tu fais quoi? Arrête! Arrête! Non! Nous pensons qu'Annie a d'abord été agressée dans la salle G13, dans un recoin visible depuis la porte. Après le meurtre, Raymond Clark a sans doute paniqué. Il savait qu'il ne pouvait pas la laisser là. Il l'a donc déplacée en salle G22 pour trouver un endroit où la cacher. Il y avait des empreintes digitales sur des panneaux en inox au niveau du plafond, comme s'il avait essayé de les soulever pour dissimuler le corps dans le faux plafond. Quand il a compris que c'était impossible, il a cherché ailleurs. Seulement, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, l'alarme incendie se déclenche à 12h50. Afin que personne ne remarque le sang sur ses vêtements, il se change rapidement et jette son ancienne tenue avant de gagner la sortie secondaire avec les autres. Annie était toujours dans les locaux, très probablement en salle G22, la salle des stocks, où nous avons découvert des traces de sang nettoyées. Après l'alerte incendie, Raymond Clark retourne dans le bâtiment et dans la salle G22 pour transporter le corps d'Annie dans les toilettes. Puis, entre le déclenchement de l'alarme incendie et 15h48, il l'a dissimulé dans le coffrage du mur. On peut invoquer la pulsion dans ce meurtre, mais pour un primo-meurtrier, il a quand même sacrément pris le temps de bien cacher le corps. Raymond Clark accepte de plaider coupable, ce qui limite sa peine à 44 ans de détention pour le meurtre et la tentative de viol d'Annie Lee.
La jeune femme repose désormais dans sa ville natale de Placerville, en Californie. Ses parents, son fiancé et ses amis lui ont rendu un dernier hommage plein d'émotions. J'ai senti qu'elle était parmi nous. On l'a tous senti. Sa famille, ses amis, on s'est réunis pour lui faire un dernier adieu. Je n'arrive toujours pas à y croire. Même 10 ans après, je ne m'y fais pas. Nous avons tous perdu une amie exceptionnelle. Une jeune femme très chère à notre cœur.